Bien, écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce bel endroit pour trois raisons. La première, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement. Avec la Covid qui nous a ennuyés pendant des années, des mois, je suis très heureux de pouvoir renouveler cette opération. La dernière date de 3 ans, n'est-ce pas Pierre? Ça fait quelques années qu'on n'a pas pu faire ça. Une communication vis-à-vis de la presse, bien entendu, de nos activités qui sont absolument majeures. La deuxième raison, c'est qu'on se retrouve dans un endroit que j'adore. L'école Ferrandi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est un endroit absolument extraordinaire, peut-être unique au monde, en matière de qualité de l'enseignement et de la qualité des élèves. J'étais frappé par la motivation de ces jeunes qui veulent absolument faire de la cuisine et qui viennent ici apprendre. Nous sommes arrivés ici, il était 10 h du matin pour préparer tout ça. C'est une vraie brigade, c'est-à-dire que là, on y va, c'est l'armée. Hein. Il y a des ordres qui se fusent et tout le monde est au garde à vous et c'est important. Pour que le service soit impeccable, il faut que, effectivement la brigade fonctionne. Et la troisième raison, c'est bien sûr sur le sujet qui nous anime. On vous a invité à venir aujourd'hui pour parler de ça, le syndicat des conservateurs de poissons, donc, que je préside depuis quelques années. Et donc on a effectivement un travail important à vous présenter, et c'est la raison pour laquelle on vous a invité à ce déjeuner, avec plusieurs séquences, plusieurs aspects de notre profession qu'on va essayer de vous développer. Donc je vais les citer parce qu'on travaille en équipe dans ce syndicat et c'est très bien. Donc moi-même je suis président depuis quelques années. Alexis Jacquan, il est membre et vice-président. Laurence Plumet, elle est arrivée, donc c'est notre médecin nutritionniste qui bien sûr parlera des qualités nutritionnelles extraordinaires de notre conserve de poisson. Géraldine Fiac aussi, vice-présidente chez nous au syndicat. Et Caroline Benoît, elle est membre de notre syndicat, elle est aussi l'animatrice et la coordonnatrice de la commission communication. Donc c'est bien sûr l'objet principal de cette manifestation. Est-ce qu'il y a une autre diapo? Alors, le syndicat, c'est 17 marques qui représentent la totalité pratiquement de l'offre française, puisque notre syndicat regroupe 95% de la production française de conserve de poissons. Madame, vous prenez des photos, je pense que tout ça est dans le dossier de presse, vous aurez de quoi vous nourrir l'information. Là, nous sommes sur une quinzaine de sites sur le littoral français et nous représentons effectivement 17 marques. Le suivant, je vais peut-être je vais prendre la main là-dessus. Alors voilà un peu la carte de France. Alors effectivement, nous sommes une activité maritime, heureusement d'ailleurs. On ne va pas faire des conserves de thon à Orly ou à Rungis, quoique, et donc on est un peu sur tout le littoral, de Dunkerque à la Méditerranée, et donc nous avons tous ces adhérents qui font des conserves de poissons de grande qualité, de très grande qualité, avec tous ces sites qui sont indiqués. Nous essayons d'ailleurs au sein de la fédération d'avoir de temps en temps des réunions en Bretagne ou en province en tout cas pour se rapprocher de nos sites de production. Alors c'est un savoir-faire français. Je ne sais pas si ça a été indiqué dans le diaporama, mais l'année prochaine, on fête les 200 ans de la création des conserves. Vous savez que c'est un Français qui a inventé la conserve, et donc on va fêter les 200 ans l'année prochaine, et donc c'est un savoir-faire français très important. Et la conserve a débuté sur le poisson. Hein. Les boîtes de sardines, les boîtes de thon, c'est parce que la sardine avait une certaine forme et que le loge de thon avait une certaine forme. Donc chez nous, on a une quinzaine de sites, c'est ce que j'ai dit. Nous transformons 75 000 tonnes de poissons. Alors c'est du poisson équivalent entier, parce qu'il y a quelquefois des filets de poissons ou des longes de poissons qui sont arrivés. Nous présentons près de 2500 collaborateurs qui travaillent dans ces usines. Nous produisons 370 millions de tonnes de boîtes préparées, ce qui est très important. Et le chiffre d'affaires de notre profession, c'est 862 millions d'euros annuels. Donc vous voyez, c'est une profession qui importe, qui est extrêmement importante sur les territoires. Je suis aussi un défenseur des territoires. J'ai vécu longtemps dans ces belles provinces et donc je pense qu'on est un outil majeur du développement de ces territoires français. La diapo suivante. Alors sur les achats, alors je vais un peu rentrer dans le détail sans déflorer totalement la présentation de mes collègues. Nous produisons, nos consommateurs français achètent plus de 100 000 tonnes de conserves de poissons. C'est une masse importante. Et un certain nombre d'indicateurs clés sont indiqués sur le tableau. Un qui est très important, qui ne bouge pas depuis longtemps, c'est que plus de 9 ménages sur 10 achètent des conserves de poissons. Et quand vous regardez les placards des Français, ils ont des pâtes et des conserves de poissons.
c'est une base absolument importante et qui a d'ailleurs motivé ce que je vais dire tout à l'heure. La quantité moyenne achetée dans l'année est indiquée, c'est 3,9 kilos de conserve de poisson achetés dans l'année, avec près de 9 achats dans l'année par les consommateurs, et un prix moyen qui est important aussi, 9,64 € le kilo. Ça veut dire que à moins d'1 €, eh bien, on a 100 grammes de conserve de poisson, et donc ça nourrit effectivement extrêmement bien notre population. Alors je reviens un peu sur l'année exceptionnelle de 2020, qui était une année quand même particulière, hein, avec ses repas à domicile, bien sûr, et puis cette constitution de réserves. Nos stocks ont été épuisés en quelques semaines lorsque le confinement s'est installé, et les gens se sont rabattus sur les conserves de poisson. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une des bases de l'alimentation des Français. Ils ont toujours une boîte de thon ou de sardines ou de maquereaux dans leur placard. Et donc, quand ils ont vu la crise arriver, eh bien, ils en ont acheté plein. Et ils ont effectivement vidé nos stocks. Donc, ça a été un peu particulier comme année, parce qu'on a eu des ventes formidables pendant quelques semaines ou quelques mois. Et en 2021, ça revient à la normale. C'est-à-dire que eh bien, les stocks ont été constitués. Les gens, bonjour madame, les gens arrivent et consomment ce qu'ils ont acheté l'année dernière. Et donc, on a un tout petit peu moins de ventes en 2000 par rapport à 2019, mais tout ça, c'est un retour à un normal progressif qui se fait, et puis avec une légère baisse aussi de la valeur des ventes. Et je rajoute aussi le fait qu'effectivement, on a des coûts de production qui malheureusement augmentent, mais on aura peut-être l'occasion d'aborder ce point. Le point suivant, merci. On a déjà terminé avec la présentation. Écoutez, alors c'est formidable, parce que là, je vais passer la parole à mes collègues qui sont très très présents au sein du syndicat. On est encore une fois un grand travail d'équipe. Donc Alexis Jacquan, tu es vice-président, et je te demande de prendre la parole pour parler sur notre enquête que nous venons de faire, et je te remercie d'intéresser nos auditeurs. Merci Jacques. Bonjour à tous. Je vais effectivement essayer de vous intéresser, parce que le plus intéressant, ça restera quand même le repas qui nous attend tous. Donc j'ai bien conscience que je me situe entre vous et le repas. Donc, alors quand même quelques informations à partager à l'occasion de la publication du baromètre que l'on fait régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de bonnes nouvelles, mais surtout c'est intéressant de comparer ces résultats sur l'attractivité de la conserve en France avec les éditions précédentes, de voir comment cette perception évolue dans le temps, et puis aussi de regarder comment elle se situe dans le contexte actuel que l'on connaît en France, avec tout un tas de choses qui se passent aujourd'hui, notamment un contexte d'inflation important. Donc comment dans ce contexte les consommateurs perçoivent la conserve de poisson. Donc d'abord, c'est important de rappeler que la conserve de poisson, à peu près tout le monde en a chez soi, tout le monde en a dans ses placards. 84% des consommateurs des consommateurs français, pardon, des 84% des Français sont consommateurs de conserve de poisson. Et ils en stockent chez eux. Jacques l'a rappelé, ils en ont stocké encore plus que d'habitude au moment des confinements. Et on estime, le consommateur en France, il estime que c'est un incontournable. Donc il se doit d'avoir régulièrement ce produit présent dans son placard. Vous notez notamment, c'est un bon exemple d'évolution par rapport au baromètre précédent. La conserve de poisson a toujours été un incontournable, sauf que quand on interroge les Français en 2021, c'est 12 points de plus, enfin on les a interrogés début 2022 en l'occurrence, c'est 12 points de plus qu'en 2019. Donc ce côté incontournable a été encore renforcé ces dernières années. Quand on parle de conserve de poisson, on parle de diversité d'espèces. C'est d'abord du thon, mais c'est aussi de la sardine, c'est aussi du maquereau. C'est important pour beaucoup de raisons de garder à l'esprit que ce que le consommateur achète et peut trouver en magasin, c'est une diversité d'espèces et qu'il a à sa disposition toutes ces opportunités. Et en moyenne, le nombre moyen de variétés de poissons consommés en conserve en France, il est de 3,5. Alors, quand on rentre encore un petit peu plus dans le détail, en termes maintenant de consommation, 89% des consommateurs savourent des conserves de poisson au moins une fois par mois. Donc, c'est pas tout d'en avoir dans son placard. Ils les sortent aussi, heureusement, régulièrement pour les consommer. Donc, en moyenne, c'est une fois par mois. Vous imaginez bien que derrière ces moyennes, il y a des disparités très fortes. On a des aficionados et puis on a des consommateurs moins réguliers. Mais en moyenne, c'est une fois par mois. Et c'est intéressant aussi de rappeler que le consommateur en France, finalement, en consomme des conserves de poisson tout au long de l'année. On pourrait imaginer que c'est essentiellement à certaines périodes. On sait que
les salades de l'été sont un moment de ressortir les conserves de poisson du placard, mais ce n'est pas que ça. Les conserves de poisson sont consommées tout au long de l'année pour 7 consommateurs sur 10. Et puis c'est consommé également, et c'est intéressant, parce qu'on a différentes espèces aussi à disposition qui se présentent de différentes manières. Elles sont consommées à différents moments du repas. 67% pour des consommateurs, c'est en entrée, 56% c'est en plat. L'apéritif est aussi un moment dans lequel la conserve de poisson se développe beaucoup. Et pour 37% des Français, c'est un produit également qui est consommé au moment de l'apéritif. Donc il y a vraiment cette idée que la variété des offres, de l'offre qui est présente en rayon, qui est mise à disposition, elle permet aux consommateurs français de varier les plaisirs. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme de la conserve de poisson? C'est intéressant. Et vous allez le voir sur les différents chiffres qui vont suivre, il y a différentes raisons pour lesquelles le consommateur se rend dans ce rayon. Bien entendu, la première raison, c'est que c'est un produit alimentaire et qu'en France, la première raison pour laquelle on mange, c'est parce que c'est bon. Et je le dis pour savoir que dans d'autres pays en France, en Europe par exemple, ou dans le monde, si vous faites la même étude, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats ou pas dans les mêmes proportions. Mais c'est l'occasion de le rappeler, hein, ce n'est pas que propre à la conserve de poisson. L'alimentation en France, c'est d'abord une histoire de goût et une histoire de plaisir. Ça ne s'est pas démenti, c'est même légèrement plus fort qu'en 2019. 87% des Français trouvent que les conserves de poisson sont agréables au goût et c'est une raison fondamentale de consommer de la conserve de poisson. Et pour 84% des Français, c'est un plaisir. C'est à peu près stable par rapport à 2019. Donc ça, c'est vraiment important. On pourrait imaginer de temps en temps que la raison pour laquelle les consommateurs les achètent, les mettent dans le placard, c'est parce que c'est pratique. Alors c'est très important et on va le voir, mais c'est aussi et d'abord parce que ce sont des bons produits que les gens ont du plaisir à déguster. La dimension qu'on peut appeler de praticité, elle reste extrêmement forte. C'est vrai qu'un des autres avantages de la conserve de poisson, c'est que c'est un format pratique, facile. C'est ce que 71% des consommateurs mettent en avant, que le temps de consommation est bon, que la disponibilité est bonne. Donc c'est vrai que c'est une dimension de ce type de format qui est extrêmement mise en avant par les consommateurs, évidemment. Et c'est pour ça, comme Jacques l'a rappelé, qu'au moment du confinement, c'est pas parce qu'ils avaient envie de se faire particulièrement plaisir, sans doute, mais ils avaient aussi envie d'avoir une solution pratique, facilement stockable dans leurs armoires au moment des confinements. Il y a tout un deuxième pan derrière le plaisir et le goût. Donc il y a la praticité, mais il y a aussi tout un aspect qui ressort à chaque fois qu'on fait des enquêtes en ce qui concerne la conserve de poisson, c'est toutes les dimensions nutritionnelles. Donc c'est vrai que pour 89% des Français, la conserve de poisson est un apport nutritionnel important. C'est des raisons sanitaires même de consommation qui ressortent pour 87% des Français. Et on retrouve ensuite la dimension gustative dont je parlais avant. Donc c'est dans quelle mesure les Français sont confiants dans le fait que les produits qui sont offerts dans les conserves de poisson délivrent ces bienfaits entre guillemets. Et alors dernier point, et c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure au fait que dans le contexte actuel, c'est particulièrement intéressant de faire ce baromètre, de suivre l'évolution de la perception des différentes catégories alimentaires dans le contexte que l'on est en train de traverser. Dans un contexte comme celui que l'on traverse aujourd'hui d'hyperinflation, la conserve de poisson est une valeur refuge. Donc c'est une évidence, mais c'est vrai que les chiffres le montrent. Vous avez 80% des Français qui considèrent que la conserve de poisson, c'est un bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas le cas de toutes les catégories alimentaires. C'est une des particularités de la conserve de poisson. Et l'augmentation par rapport à 2019 est vraiment significative, 4 points de plus par rapport à 2019. Donc, bien entendu, dans le contexte actuel, c'est une catégorie qui a encore plus cette dimension de valeur refuge. Et puis, on va faire un petit zoom sur ce dont je parlais tout à l'heure, sur les qualités nutritionnelles des conserves de poisson. Alors qui peuvent varier d'un type d'espèce à l'autre, mais de façon générale, c'est des qualités nutritionnelles qui sont assez largement répandues au travers des différents produits qui sont disponibles pour le consommateur français dans les rayons, dans les conserves, dans les différentes espèces qui sont proposées. Et le consommateur français
a conscience en fait de ces particularités. Et donc, encore une fois, quand on interroge les Français sur ce qu'on peut trouver dans les conserves de poissons, bah pour 90% des Français, on va trouver dans les conserves de poissons des oméga 3, qu'elles sont riches en oméga 3. Donc que 90% des personnes répondent ça, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est en augmentation aussi par rapport à ce qu'on pouvait lire il y a un peu plus de 2 ans. Pour 87% des Français, on va trouver des vitamines, des nutriments. 87% des Français s'accordent à dire qu'elles sont bonnes pour la santé. C'est une forte augmentation aussi hein, par rapport à 2019, 81% en 2019. Et puis, 88% des Français considèrent qu'elles participent à une alimentation équilibrée, ce qui est généralement une très bonne manière pour le consommateur en France de parler de la santé. Le consommateur français, pour lui, la santé, c'est aussi une question d'équilibre d'alimentation. Et la conserve de poisson contribue à cet état de fait. Alors ça, c'est ce que les consommateurs pensent. Maintenant, il s'agit de savoir s'ils ont raison. C'est bien gentil qu'ils en soient convaincus eux-mêmes. Mais il faut savoir si c'est vrai. Voilà, merci Alexis. Donc, effectivement, on a fait appel à une experte, Laurence Plumet, qui est médecin nutritionniste, qui va nous faire un exposé sur un peu plus détaillé sur les bienfaits du poisson accessible au plus grand nombre. Merci à toi, Laurence. Merci, bonjour à tous et à toutes. Bon, alors avant de se régaler, je vais vous parler de nutrition. Mais on va quand même bien s'amuser, mais c'est quand même important de savoir ce qu'on va apporter à notre corps. Et donc, je vais vous dévoiler les secrets des poissons gras. Mais ceci dit, je vois qu'ils sont largement déjà dévoilés, puisque même le consommateur, à 90% d'entre eux, se doute bien qu'il y a des protéines et des oméga 3. Et c'est très bien, ça veut dire que les messages commencent à passer. C'est super. Donc, les poissons gras, c'est vrai qu'ils sont, et les poissons en conserve, sont particulièrement adéquats à l'heure actuelle, puisque nous avons tous besoin de contrôler notre budget avec la flambée des prix. Et c'est vrai que les sources de protéines, la viande, le poisson, ça devient quand même très cher. Et là, nous sommes sur des produits qui ne sont pas chers, vous le rappeliez, hein, on est à 1 euro, à moins d'1 euro la boîte de conserve, ça fait donc pas cher pour un poisson de qualité. Ensuite, le consommateur, il a besoin d'être réassuré sur le plan de la qualité sanitaire, surtout à l'heure actuelle où il y a quand même des petits problèmes, et donc il aime faire appel à des produits qui sont sûrs. Et puis, le consommateur, il a besoin de santé aussi, parce que ça n'a échappé à personne que les gens prennent du poids, sont fatigués, dorment mal, bougent pas assez, mangent pas bien. Ont des carences, bon bref. Donc tout n'est pas si tranquille que ça. Alors les poissons en conserve, ils ont vraiment beaucoup d'atouts nutritionnels, sachant que là on va raisonner sur le thon, sur le maquereau et la sardine qui sont les 3 principaux poissons en conserve. Alors ils ont beaucoup de qualités. D'abord ils sont bons et appréciés de tous. Je crois qu'on a tous à un moment donné mangé du thon dans des salades composées, des petites écrasées de sardines sur des toasts ou avec une écrasée de pommes de terre, du maquereau au vin blanc, enfin bon bref, et ceci à tous les âges de la vie, aussi bien les enfants que les adultes, que les gens âgés. C'est vraiment un produit très ubiquitaire, tout à fait abordable, disponible toute l'année, on peut en manger absolument toute l'année et c'est bon pour la santé. Alors, bon pour la santé, j'arrive donc dans mon sujet, je vous ai fait un tableau récapitulatif comme ça qui a l'air un peu rébarbatif, mais vous savez, en nutrition, on se base sur des chiffres. Et c'est à partir de ces chiffres qu'on peut émettre un avis. Et donc, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a, après je vais le détailler, j'imagine que voilà. Donc, les protéines. Alors, vous avez ici le thon, les sardines, les maquereaux. Ça, c'est l'apport journalier recommandé. Et vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes d'éléments nutritionnels qui sont apportés en quantité importante par tous ces poissons. Nous avons les protéines, je vais revenir dessus. Nous avons les lipides, dont ces fameux oméga 3, dont le PA et le DHA. Le DHA commence à être connu quand même, c'est un dérivé oméga 3, hyper important pour les neurones du cerveau. Vous voyez que les pourcentages couverts par la consommation d'une portion sont fantastiques. On est à 400, 500, 600% du besoin quotidien. Vitamine D, très important. Le sélénium, qui est antioxydant, très important. La vitamine B12, des pourcentages très importants. Le calcium avec nos petites sardines et leurs arêtes, qui sont tout à fait comestibles dans les sardines en conserve. Et l'iode, qui est également apporté en quantité importante par ces poissons. Alors, je vais revenir rapidement sur chacun de ces éléments nutritionnels. Alors, les protéines. Les protéines, s'il y a un poisson en conserve qui est vraiment le roi de la protéine, c'est le fameux thon.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle le steak de la mer. Et effectivement, il y a des raisons à ça. Vous voyez que ici, dans 100 grammes de thon, il y a 30 grammes de protéines, sachant que dans une journée, une femme peut légitimement manger entre 60 et 70 grammes de protéines par jour. Ça veut dire que quand elle prend 100 grammes de thon, elle a la moitié déjà de son besoin quotidien en protéines. C'est quand même rudement important. Vous voyez, par rapport à la viande, le thon est même un peu plus riche en protéines que la viande. Alors, évidemment, sardines et maquereaux sont très bien pourvus aussi. L'intérêt de cette richesse en protéines, il est multiple. D'abord, ce sont des protéines d'excellente valeur nutritionnelle, c'est-à-dire que ces protéines sont très bien utilisées par nos cellules pour refaire nos propres protéines. Ensuite, les protéines. Mais notre corps, il est fait de protéines. Ces protéines, elles entrent dans la composition des muscles, des os. Nos anticorps qui nous défendent sont des protéines. Bref, dans le cerveau, il y a des protéines. Donc les protéines, il en faut partout. Donc quand on en mange, c'est très bien. Et d'autre part, souvenons-nous aussi que plus un aliment est riche en protéines, comme le thon, plus il est rassasiant. Et ça fait de ce poisson-là un atout majeur dans les régimes amaigrissants, où il faut vraiment bien rassasier la personne à table. Et c'est vrai que le thon, dans ce cas-là, il remplit pleinement ce rôle-là. Alors, les oméga 3. Les oméga 3, on en parle beaucoup. Alors, la famille des oméga 3, c'est une vaste famille avec son chef de file, l'acide alpha-linolénique, mais surtout ses enfants qui sont l'EPA et le DHA. Et le DHA, il est hyper important parce que c'est un composant des neurones du cerveau et il intervient aussi dans la santé du cœur et des vaisseaux. Donc, nous avons tous intérêt à manger de l'EPA et du DHA. Et il n'y a pas beaucoup d'aliments qui en contiennent. En fait, il n'y a que les poissons gras qui nous en apportent. Et donc, vous voyez que les teneurs sont rudement importantes, puisque vous voyez que dans 100 grammes de sardines et dans 100 grammes de maquereaux, on est à 400% du besoin quotidien, 600%. Ça veut dire qu'il suffit d'en manger 1 à 2 fois par semaine pour couvrir le besoin quotidien en EPA et en DHA de chaque jour de la semaine. C'est fantastique, ça. Bon. Oui, vous pouvez vous étonner, vous pouvez vous enthousiasmer. Bon, et donc, c'est le seul aliment, hein, le poisson gras qui en apporte autant. Et alors, dans ce domaine-là, les sardines et les maquereaux sont les champions. Vous voyez qu'ils en contiennent beaucoup plus que le thon. Alors, ces oméga 3 sont très utiles, je viens de le dire. La vitamine D, autre atout majeur des poissons en conserve, des poissons gras en conserve. Regardez le thon, 100% du besoin quotidien, la sardine, 150%, le maquereau, 100%. Là aussi, vous savez, on manque de vitamine D, on n'a pas été très gâtés en soleil cet hiver. Et donc là, on sait très bien qu'à la sortie de l'hiver, 80% de la population du nord de la France est en carence de vitamine D et 50% de la population du sud de la France. Donc la vitamine D, comme on ne peut pas commander le soleil, ça y est, il commence à arriver, mais on ne peut pas le commander. Et donc dans les aliments, il n'y a pas 36 aliments qui nous apportent de la vitamine D, il n'y a que les poissons gras. Et donc notre sardine en conserve, notre maquereau en conserve vont être des sources exceptionnelles de vitamine D. L'iode, c'est bien connu. Le poisson et les fruits de mer sont des sources d'iode. Alors, qu'est-ce qui devient l'iode dans notre corps? Eh bien, c'est un composant obligatoire des hormones thyroïdiennes. Et vous savez, on ne peut pas vivre sans glande thyroïde. C'est la glande thyroïde et ses hormones qui régulent tout notre métabolisme de base. Voilà. Or, il y a beaucoup de gens qui manquent d'iode et dont la thyroïde est déficiente. Moi, en consultation, je dirais que pratiquement, allez, on va dire, une femme sur 5 est en hypothyroïdie. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne sais pas pourquoi les femmes manquent d'iode. Donc, il faut manger de l'iode. Et le meilleur moyen de manger de l'iode, c'est du poisson. Et donc, les poissons en conserve, vous voyez, là aussi, on est sur des pourcentages très intéressants. Et là aussi, la petite sardine, elle tire son épingle du jeu, puisque 100 grammes de sardines vont apporter la moitié du besoin en iode de la journée. Le sélénium, très peu connu. Et pourtant, c'est un oligo-élément très antioxydant. Il faut savoir que là, nous respirons tous de l'oxygène. Cet oxygène nous fait du bien, oxygène nos cellules, mais il nous oxyde aussi. Et si nous vieillissons, c'est parce que nous nous oxydons. Voilà, comme le fer, on rouille. Donc, en fait, il nous faut des antioxydants. Et les antioxydants, on a nos propres antioxydants dans notre corps, mais on a aussi des antioxydants via notre alimentation. Et plus on mange des aliments riches en antioxydants, mieux on vieillira, plus on va lutter contre l'oxydation. Alors, il y en a beaucoup dans les légumes et dans les fruits, mais il y en a également via le sélénium dans les poissons. Et vous voyez qu'une part de thon, le thon est extraordinaire, il est très riche en sélénium, mais également la sardine et le maquereau. Donc, vive ces poissons-là parce qu'ils vont nous apporter un peu de sélénium antioxydant. La vitamine B12, qu'on commence enfin à connaître davantage via les véganes.
Les véganes, qui ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs, eh bien, ils savent très bien qu'ils sont obligés tous les mois de prendre leur ampoule de vitamine B12 parce que la vitamine B12 n'existe que dans les aliments qu'ils ne mangent plus. Donc la viande, le poisson et les œufs. Et regardez comme les apports sont importants. 100 grammes de sardines, 544% en B12, 300% avec le maquereau, 100% avec le thon. Ça veut dire qu'en mangeant une ou deux fois de ces poissons-là, ben, on a quasiment notre apport de B12 quotidien. Il faut savoir aussi que les personnes âgées sont très souvent en carence de B12 parce qu'elles mangent très peu de viande. Voilà. Et donc, or, les poissons en conserve sont consommés par les gens âgés et c'est une très bonne chose. Et donc, pour eux, pour elles, ces personnes-là, ce sera une très bonne source de B12. Donc, je dirais vraiment que ces poissons en conserve sont excellents à tout âge. Déjà, chez le nourrisson, dès l'âge de 6-7 mois, on peut commencer à les introduire à raison d'une petite cuillère à café de 10 grammes. Ça commence comme ça, à 6-7 mois. 10 grammes, on augmente progressivement pour arriver à 20 grammes. Et ensuite, petit moyen mnémotechnique très intéressant. À 3 ans, 30 grammes. À 5 ans, 50 grammes. À 6 ans, 60 grammes. À 7 ans, 70 grammes. Et à 10 ans, 100 grammes, qui est une portion d'adulte en termes de poisson, donc frais ou en conserve. Donc, chez le nourrisson, pourquoi la sardine est particulièrement intéressante? Parce qu'elle est très très riche en DHA. On a vu que c'était le poisson le plus riche en DHA. Or, sachez que quand le nourrisson vient au monde, il reçoit soit le lait de sa mère. Il faut souhaiter que la femme allaitante consomme suffisamment de poissons gras en conserve pour avoir du DHA dans son lait. Mais s'il ne peut pas avoir la chance d'être allaité au sein de sa mère, il va recevoir un lait infantile. Eh bien, sachez que tous les laits infantiles sont enrichis en DHA, car ce DHA est nécessaire au développement neurosensoriel du nouveau-né. Et donc ensuite, à 4-5 mois, quand on passe au lait deuxième âge, ceux-là ne sont plus enrichis en DHA parce que ça coûte trop cher. Mais par contre, si on prend le relais avec la petite sardine qui va apporter le DHA, ben, ce sera génial. Donc, donnez des sardines aux nourrissons à partir de 6-7 mois. Continuez d'en donner ensuite chez les enfants et les ados aux quantités que je vous ai indiquées. Toujours la petite sardine, mais aussi le maquereau et le thon. Et la sardine a comme avantage, chez l'enfant et l'adolescent, d'apporter de la vitamine D et aussi du calcium. Ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de calcium et de vitamine D. Donc, ils vont non seulement se régaler parce qu'ils aiment ça, mais en plus, ça sera utile pour leur corps. Évidemment, protéines aussi, etc. Les adultes, vous savez bien que l'ANSES recommande de consommer du poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Entre nous, moi, je recommande d'en consommer beaucoup plus, au moins 2 fois par semaine, pour les raisons que nous avons dites précédemment, protéines, oméga 3 et vitamine D. Et puis, c'est particulièrement intéressant pour les femmes parce que les femmes sont beaucoup plus carencées que les hommes. Ah oui, les femmes contrôlent trop leur alimentation, elles se privent des tas de choses. Eh bien, conséquence, elles manquent d'iode, elles manquent de vitamine D et elles manquent d'oméga 3. Donc, la femme est plus que jamais la consommatrice idéale pour le poisson gras en conserve. Et donc, de plus, le thon, je vous parlais tout à l'heure du thon, mais idéal aussi dans les régimes hypocaloriques parce qu'il est très, très rassasiant. La femme enceinte, poisson gras, DHA hyper utile pendant la grossesse et de l'iode. On sait que les besoins en iode sont augmentés pendant la grossesse. Donc, poisson gras en conserve pendant la grossesse, c'est parfaitement adapté. Pour la femme allaitante aussi, le DHA qu'elle va consommer avec les sardines et les maquereaux va passer dans son lait et elle va proposer ce DHA via son lait à son bébé. Donc, très bon pour le développement neurosensoriel du bébé. Et puis, les personnes âgées, elles ont vraiment tout intérêt à consommer du poisson en conserve pour 4 bonnes raisons. La première, bon, le cerveau, il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Baisse des fonctions cognitives. Oméga 3, ça shoot le cerveau, les oméga 3. Allez hop, sa petite dose de poisson en conserve. Risque de fracture ostéoporotique. Bah oui, les os, ils vieillissent, donc ils se cassent plus facilement. C'est pas jojo de vieillir, mais c'est comme ça. Donc, elles ont besoin de calcium, elles ont besoin de vitamine D. Rebelote, il y a tout ce qu'il faut dans les poissons en conserve. Ensuite, elles perdent du muscle, elles se dénutrissent. Quel tableau de la vieillesse, mais c'est comme ça. Hein. Là, je vous parle de gens de plus de 80 ans quand même. Hein. Quand même. Hein. Bon, pas à 60 ans. Hein. Bon, besoin de protéines et de vitamines. Et puis, la mastication est souvent difficile. On a perdu quelques dents. Donc, c'est pas si facile que ça de mâcher. Eh bien, c'est très bon avec le poisson gras en conserve. Et puis, la perte progressive d'autonomie. Alors là, il faut que les boîtes de conserve s'ouvrent facilement. Hein. Alors là, moi, je prône pour une ouverture facile. Hein, parce que c'est pas toujours évident. Donc, voilà ma dia de conclusion. Pratique, facile à manger,
facile à manger, pas d'arête, pas de perte, tout se mange, c'est pas cher, ça se conserve le temps et on peut faire plein de recettes faciles et nombreuses. Je vous remercie. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup. C'était un tableau remarquablement complet de tous les avantages que nous avons à manger du poisson. Et j'ai regardé, les gens étaient très attentifs, extrêmement attentifs. Prenez des notes sur vos idées, sur vos propositions. Encore une fois, merci. Donc on va passer maintenant à l'exposé de Géraldine aussi, qui est membre du bureau de notre syndicat. Géraldine, je te passe la parole pour parler plus des bonnes pratiques de nos conserveries. Je te passe la parole. Merci beaucoup Jacques, merci à tous. Donc, on l'a vu depuis le début, comme on l'a dit, la conserve de poisson, elle a tout bon. Elle a tout bon parce que les consommateurs l'apprécient pour son goût, pour sa versatilité, pour ses apports nutritionnels, pour son bon rapport qualité-prix. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ils en attendent plus. Et c'est aussi très important. On se doit d'avoir une démarche qui soit responsable au niveau de la conserve de poisson. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une charte d'engagement que l'ensemble des membres s'engagent à signer. Et la mise en place de cette charte, elle nous a permis effectivement, avec tous les efforts qu'on fait, que ce soit les efforts collectifs ou individuels, de faire évoluer fortement l'image de l'industrie auprès des consommateurs. Donc je vous propose de voir les principaux chiffres. Alors ça tient pas, c'est pas grave. Je vais mettre là. Hop, voilà. Donc, voyons les principaux points. Alors, le premier, il est vraiment global sur la conserve, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les Français sont conscients de ça. C'est qu'on a la chance, effectivement, d'être dans les conserves. Et la conserve métallique, c'est recyclable à l'infini. Et ça, on a aujourd'hui les 2 tiers des Français qui sont conscients de ça. Ensuite, on a une énorme amélioration sur la partie traçabilité. Donc, 71% nous font confiance sur la partie traçabilité. Et puis, on a aussi une amélioration sur le fait qu'ils sont aussi au courant que dans la filière est soumise à de nombreux contrôles officiels de la part des organismes, soit de la gestion des pêches françaises et internationales. Et puis, il y a 2 autres points, effectivement, c'est qu'ils nous accordent leur confiance en termes de respect des ressources naturelles. Et puis, ils savent aussi que la filière est engagée dans une gestion durable des ressources. Et ça, on voit aussi sur ces 2 points une nette amélioration par rapport à 2019, plus 15 points pour le premier, plus 7 sur le deuxième. Donc, comme je vous le disais en introduction, ça ne vient pas par hasard. C'est effectivement, on a mis en place une charte, les bonnes pratiques de la filière, qui est garantie par cette charte. Donc, elle donne une place centrale aux ressources marines, à la promotion d'une pêche durable et puis à la traçabilité. Et ça, non seulement, alors on pourrait dire, oui, on s'engage, c'est super. Voilà. Non, c'est pas juste on s'engage, c'est super. On est tous audités. Bien sûr, on est tous signataires, mais on est tous audités par un intervenant extérieur, en l'occurrence Veritas, pour s'assurer qu'effectivement, on répond bien à l'ensemble des points que nous avons mis dans notre charte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la charte. Si vous voulez la voir, elle est sur notre site internet, ou sinon on pourra vous la passer. Donc, elle est extrêmement détaillée, mais elle tourne autour de 8 points principaux que vous avez là sur ce charte. Donc, d'abord, bien sûr, la préservation des ressources marines, hein, c'est extrêmement important. Et on travaille en particulier sur ce volet aussi avec la CITTPM pour suivre les quotas, enfin les quotas et surtout la quantité de ressources disponibles de poissons. Promouvoir une pêche durable, on s'engage aussi à tous être membres, par exemple, d'organismes internationaux comme l'ISSF ou aussi s'approvisionner en thon ou en produits MSC. Voilà. On respecte l'environnement, on contrôle la qualité des produits, on assure bien sûr une sécurité sanitaire optimale. Tout ça se fait via des contrôles, effectivement, et des réglementations qui sont importantes. Garantir la traçabilité, on l'a vu, hein, c'est un point. Et ça, c'est en particulier sur notre industrie, la partie traçabilité est extrêmement importante. Et puis conserver les qualités nutritionnelles. On vient de voir tous les trésors qu'il y a dans nos produits, et c'est important effectivement au travers de la manière dont on les traite, dont on les transforme, de toujours garantir à nos consommateurs ces qualités nutritionnelles. Et puis dernier point qui est pas des moindres, remplir un rôle citoyen. Alors ça veut dire quoi, remplir un rôle citoyen? La conserve de poissons, c'est une industrie, pas ancestrale, mais c'est une industrie patrimoniale de la France, et même au travers de nos innovations, au travers de tout ce qu'on fait, on se doit aussi
de faire vivre un patrimoine, de faire vivre un savoir-faire et de continuer effectivement à le pérenniser. Et c'est ça aussi notre rôle, c'est de continuer de faire vivre ce savoir-faire de la conserve de poissons en France au travers de toutes nos activités. Donc voilà sur ce volet de la charte d'engagement et je te laisse introduire. Merci beaucoup Géraldine. Donc, un aspect important de notre activité, c'est qu'on est adhérent à cette charte. Donc on va passer maintenant, on se rapproche du repas, donc on va être un peu plus festif avec Géraldine Benoît qui est chargée de notre commission communication. Donc elle va prendre la parole pour l'organisation et la remise des prix. Le premier prix Trophée Fishbox qui a été organisé depuis plusieurs semaines. Je commence à voir les candidats qui se préparent. Caroline, je te passe la parole. Bonjour à tous. Effectivement, du coup, avec Guy, avec notre chef, on va vous parler de créativité aujourd'hui parce qu'effectivement, on a parlé de toutes les vertus du poisson en conserve, mais ça permet effectivement aussi beaucoup de créativité. Et quand on regarde comment il est utilisé, on voit effectivement que ça sert aussi beaucoup comme ingrédient. Il y a des gens qui le mangent à même la boîte, mais il y a aussi plein de gens, si je peux avoir le slide du coup après, il y a plein de gens effectivement qui le savourent comme un ingrédient qui le marie avec plein de saveurs. On a 78% des consommateurs qui justement le jouent comme un ingrédient source de créativité. Et on voit, on le disait tout à l'heure, que l'usage est vraiment multiple, que ce soit en salade, en apéritif, en plat complet, en tarte, en quiche. On voit qu'il y a vraiment une versatilité d'usage qui est très très intéressante. Et justement, on se parle de créativité parce que dans le cadre de l'animation effectivement du syndicat, on a lancé un trophée, le trophée Fishbox, qui a été une vraie découverte de saveurs. Donc c'est un concours qu'on a lancé au mois de mars, qui a été ouvert au grand public, qui a été largement relayé sur le digital, avec un thème autour de l'évasion, autour des conserves de poissons Globetrotter, avec un hashtag qui a été bien repris, qui était hashtag #PinkMyFishbox. Et on a eu beaucoup de participation avec des consommateurs qui ont contribué avec 60 recettes, toutes plus incroyables que les autres. On a sélectionné 4 finalistes. Moi, j'étais ce matin dans le jury avec Guy et avec d'autres experts pour pouvoir les déguster. Et je peux vous dire que c'était assez bluffant de voir à la fois l'imagination, la créativité, le côté professionnel de ces recettes qui venaient d'amateurs, mais qui étaient vraiment de très très bons amateurs. Donc effectivement, du coup, beaucoup de créativité. Et on est là aujourd'hui aussi pour pouvoir remettre ce trophée, remettre du coup, voilà, ce trophée du trophée Fishbox lors de cette finale. Donc je vous propose de découvrir les recettes qui ont été travaillées et qu'on a pu déguster ce matin, avec Guy qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Eh bien, je crois que maintenant, je mange du poisson au moins une fois par semaine, mais je crois que je vais augmenter ma consommation parce que je pense que le poisson, c'est la joie de vivre, quoi, hein. On doit manger du poisson dans mes placards, et notamment du thon, sardines principalement. Et on doit avoir dans ses placards du poisson, et en conserve, et une bouteille de champagne au frigo. On a tous ça en général, hein, voilà. Bien, mais ce matin, on a eu quand même 4 candidates. Je regrette qu'il n'y ait pas eu au moins un garçon, mais enfin, bon, la sélection a été ainsi faite, hein. Quoi On se met par là, oui, d'accord. Ah, c'est toi le patron ici. Oui. Bien, on a eu 4 belles recettes qui ont été sélectionnées parmi la 60aine qui a été envoyée. Je crois que c'est quand même un exploit de recevoir dans un concours une 60aine de recettes, parce que moi qui suis habitué au concours de professionnels, quand on a 20 ou 25 recettes, nous sommes déjà contents. Là, bravo mesdemoiselles, bravo mesdames, voilà. Bien, mais on a eu quand même des recettes tout à fait assez atypiques, on va dire. Chaque candidate a fait des recettes différentes, mais tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et je crois qu'on a quand même un souci dans le jury, parce que heureusement qu'il y a un jury, parce que les points se tiennent à quelque chose près, à un point, un demi-point, 3/4 de point. Enfin, à la limite,
C'est dommage, mais tout le monde mériterait de gagner. Hein, voilà. Mais il est de fait que, que c'est un concours, hein, comme il faut bien sortir un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Mais croyez, mesdemoiselles, que vous n'avez pas démérité, parce qu'on a eu vraiment un très très bon travail de votre part. Vous avez bien travaillé tranquillement, vous avez envoyé dans les temps. On a passé un moment très agréable à vos côtés. Voilà. Maintenant, on va passer aux résultats, je crois. Hein. Alors, peut-être pour présenter les recettes, avant, du coup, on avait effectivement quatre recettes qui étaient, du coup, hop, des sardines à l'huile d'olive et sa palette de saveurs. On a eu des maquis curry de thon aux épices, une tarte thon asperge façon tarte meringuée et une salade d'attiéké, thon et maquereau. Donc ça, c'est les 4 recettes qu'on a pu déguster ce matin. Donc maintenant, c'est le grand moment, le moment du verdict. Alors, on va d'abord appeler la 4e, du coup, avec Amna Ladin pour son maquis. Bravo. bien, eh ben, le 3e prix est donné à Candice Chavant. Bravo Candice. Le 2e prix est attribué à Clarisse Villain. Bravo Clarisse. Bon, ben, le 1er prix, on sait qui c'est, hein, puisqu'elle est toute seule. C'est Marion Leduc. Elle nous a fait une prestation pratiquement à égalité les autres, mais avec un petit quelque chose en plus. Voilà, c'est ce qui a fait qu'elle est sortie vainqueur. Non, mais rien qu'à lire les titres, on a déjà envie de goûter, quoi. Hein. Il y a des appellations fantastiques. Hein, voilà. Bravo, félicitations à toutes 4. Hein. Vous avez bien travaillé et j'espère qu'on vous reverra dans l'autre concours. Hein, voilà. Bravo à toutes les 4. Merci beaucoup. J'étais moi-même témoin de la qualité des 60 recettes qu'on a reçues et qui ont été sélectionnées par notre jury. Donc je partage l'avis du chef que les 4 prix auraient pu être 4 premiers prix. Parce qu'effectivement, il était difficile à départager, beaucoup d'imagination. Je rappelle que ce ne sont que des amateurs. Nous avons éliminé les candidats qui étaient des professionnels, et c'est normal. Il s'agit d'encourager les jeunes prodiges, et c'en est. Peut-être que certains d'entre eux viendront suivre des cours à l'école Ferrandi, ce que je leur souhaite d'ailleurs. Alors, si vous voulez, je vais te dire quelques mots pas pour conclure tout à fait, puisque je pense qu'il faut qu'il y ait une séquence de questions, mais c'est pour rappeler un peu ce qui a été dit dans cette petite heure-là. C'est l'importance de qualité nutritionnelle des conserves de poissons. C'est effectivement extrêmement important. Praticité, créativité, nutrition, budget, engagement de la filière. La créativité, ben c'est ce qu'on vient de voir. Moi, j'étais vraiment épaté de la façon dont nos candidats ont travaillé sur les conserves de thon. J'étais attiré par les conserves de thon à l'attiéké, puisque j'ai vécu moi-même longtemps en Côte d'Ivoire et je suis très sensible à cette recette. J'espère que la candidate va me donner la recette, c'est pas sûr.
Rappelez aussi l'importance de la notion de budget. Nous sommes dans une période inflationniste avec un tas de problèmes et donc nos conserves restent des produits très abordables avec un rapport qualité-prix extraordinaire. Et pour moins d'1 €, effectivement, on a 100 grammes de protéines animales de grande qualité. L'aspect responsabilité est important, elle a été soulignée par Géraldine et par Alexis, mais effectivement, nous avons des produits qui sont durables. J'insiste sur le mot, le fait que, par exemple, que les conserves, la boîte métallique soit recyclée à l'infini, je qualifie ça, et j'en fais un slogan pour moi, c'est un circuit long vertueux, un circuit long vertueux. Les circuits courts, c'est formidable, hein. Moi j'en suis partisan des circuits courts, mais ça évite des limites, pour un tas de raisons. Je travaille avec plein de régions sur les circuits courts, c'est extrêmement intéressant. Mais voilà, pour la conserve de poisson, un circuit long vertueux. On travaille vachement bien, on a des produits qui sont excellents pour la santé, on l'a répété. On a des boîtes métalliques qui se recyclent à l'infini, qui se conservent dans un placard sans froid. Donc vraiment, c'est des produits formidables. Alors avant de passer, peut-être on va commencer à distribuer quelques amuse-bouches, hein, mais je souhaite que vous ayez des questions. À table, vous avez tous, dans toutes les tables ont été répartis des collègues du syndicat et de notre profession. Mais si vous avez des questions dans la salle, est-ce que vous en avez? Et je crois aussi qu'il y avait peut-être des journalistes qui étaient en visio. Est-ce que tu as des questions de leur part ou pas? Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle sur ce qu'on a présenté ou sur d'autres questions? C'est bien sûr très ouvert. Nous sommes, encore une fois, très heureux de vous avoir accueilli et de vous ouvrir les yeux sur l'importance de notre belle profession. Il y a une question? Oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir, on parlait d'une augmentation du coût, hein, c'est le cas pour votre filière, mais pour toutes les filières aujourd'hui. Est-ce qu'on sera toujours à 1 € les 100 grammes de protéines animales de qualité d'ici 6 mois, 1 an, sachant que le transport, l'énergie, enfin tout augmente. Qu'est-ce qu'il en est pour votre filière? Oui, je passerai peut-être la parole aussi à mes collègues, mais effectivement, on subit les mêmes conséquences, hein. Je pensais à nos amis armateurs qui ont des prix de gasoil, de combustible, de carburant qui sont énormes, qui impactent énormément leur coût de production. Donc c'est effectivement un vrai sujet et nous sommes effectivement victimes de tous les autres sujets. Mais c'est difficile de dire ce qui va se passer à 6 mois. Est-ce qu'Alexis, tu es plus pointu que moi sur ce sujet? Je te passe la parole. Pour compléter, oui, c'est une filière qui, comme les autres, est impactée par tout ce que vous avez rappelé, hein, l'énergie, les coûts de l'acier, de l'aluminium, l'huile. L'huile est particulièrement utilisée dans notre industrie, hein, du thon à l'huile, des sardines à l'huile. Vous avez également, sur le produit de base en lui-même, le poisson, également des coûts qui sont en augmentation. Donc, comme beaucoup de filières industrielles alimentaires aujourd'hui, on est dans une période d'inflation très forte. Donc c'est déjà répercuté en partie en magasin sur les rayons. En revanche, ce qui ne change pas, c'est ce qu'on vous a rappelé tout à l'heure, c'est que pour 8 Français sur 10, la conserve de poisson est un produit refuge, que ça c'est même en augmentation. Donc ça va être intéressant de voir comment effectivement le consommateur va faire des arbitrages dans les semaines et les mois qui viennent. Il est fort à parier que la protéine de poisson, qui est une protéine qui est quand même accessible en prix, va sans doute dans le contexte actuel être encore plus une valeur refuge. Et justement, dans le cas où, et je vous le souhaite d'ailleurs, vous pourriez fournir tout en continuant à travailler avec la filière pêche française sans faire appel à des importations ou ce genre de choses ou pas? L'approvisionnement, c'est aussi malheureusement un sujet sensible aujourd'hui parce que le contexte, c'est un contexte à la fois d'inflation et à la fois de difficulté d'approvisionnement. Donc vous devez entendre ça de la part de beaucoup d'industriels dans beaucoup de domaines, pas que le domaine alimentaire. Donc c'est vrai qu'on est dans la conserve de poisson. L'ensemble des acteurs aujourd'hui sont en train de jongler à la fois avec des coûts importants et la disponibilité de certaines matières premières qui est plus délicate. Donc on navigue entre toutes ces contraintes-là. Il y a toujours du produit en magasin, il y a toujours des boîtes de conserve en magasin et il y en aura sans problème. Il peut y avoir ici et là des gammes ou des produits qui sont un petit peu plus en difficulté à certains moments de l'année, mais vous aurez des produits, des conserves en magasin pendant toute l'année sans problème. Merci. Un petit mot là-dessus, c'est que nous avons la chance d'avoir nos amis d'Ortongel, Xavier Leduc qui est un des présidents et Michel Goujon, un des responsables. Ce sont nos amis armateurs de thon, qui est quand même la principale espèce qui est mise en boîte. Et on travaille avec eux sur ces sujets de durabilité de la pêche, de coût des productions.
Et je pense d'ailleurs que si on arrive à faire ces manifestations l'année prochaine, on parlera un peu plus de ça, des questions de durabilité de la pêche, qui est un problème absolument mondial et majeur et qui nous préoccupe énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on distribue des petits toasts? Ça a l'air sympathique, ça, oui. Donc là, on va commencer à déguster le travail de nos amis de l'école Ferrandi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour la qualité des présentations. Moi, j'avais une question sur la valeur nutritionnelle qui a été présentée par la nutritionniste tout à l'heure. Je voulais savoir si vous avez inclus l'huile dans les vertus nutritionnelles que vous avez décrites, que ce soit les oméga 3, les vitamines, etc. Et ensuite, je voulais savoir si dans les conserveries, il y avait des soucis de recrutement, que ce soit à la production ou au commerce. Conserve de Dans les conserveries, s'il y avait des problèmes de recrutement. Alors, je peux déjà d'abord répondre. la parole à Laurence, oui, vas-y. Voilà, je suis là. Je vous ai identifié. Je suis là. Je suis là. Alors, concernant l'huile qui est utilisée, c'est soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de colza. Dans les deux cas, ce sont des huiles qui ont d'excellentes qualités nutritionnelles. Huile d'olive riche en oméga 3, en oméga 9, pardon, et l'huile de colza riche en oméga 3. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a une espèce d'osmose qui fait entre le poisson et l'huile dans laquelle il baigne. Et donc, de toute façon, il va s'imprégner un peu des qualités nutritionnelles de ces huiles. Donc, c'est tout bénef. Merci. Sur l'autre question, sur le recrutement, effectivement, c'est un sujet qu'on a souvent abordé dans notre syndicat, mais aussi plus largement dans toutes les industries agroalimentaires qui ont du mal à recruter. C'est tout à fait exact depuis quelques mois maintenant. On a eu des saisons et il y a même certains ateliers, certaines lignes de conserverie qui n'ont pas pu tourner par manque de personnel. C'est une très bonne question et c'est un sujet assez compliqué, mais qui ne touche pas que la filière des conserves de poissons. Les abattoirs ou les problèmes de gens qui travaillent la viande en particulier ont des problèmes encore peut-être plus importants que nous. D'autres questions? Oui. Bonjour, Charlotte Pommier du quotidien du médecin. J'avais deux questions. La première peut-être pour Laurence Plumet ou peut-être plus au niveau technique. Comment on conserve les vitamines D, et les vitamines B12 dans les conserves, sachant que quand on chauffe, normalement, les vitamines se dégradent. Donc comment, là j'ai bien vu les tableaux que vous aviez présentés, effectivement, où on a quand même une bonne conservation de la vitamine par rapport aux poissons frais. Comment ça se produit au moment de la conservation? Et l'autre question, toujours sur la conserve, quel est le taux de recyclage? Est-ce que vous avez une idée du taux réel de recyclage, de tri des consommateurs de ces conserves? Et il me semble qu'à l'intérieur de la conserve, il y a un élément en plastique pour protéger le poisson de l'extérieur. De quoi est constitué ce plastique? Parce qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là? Et est-ce que ce plastique, il est recyclé lui aussi? Voilà, excusez-moi pour toutes les questions groupées. Bon, alors moi, je vais parler de la vitamine D et de la B12. Alors, toutes les données chiffrées que je vous ai transmises, elles sont sur le poisson en conserve. Donc, c'est après le traitement thermique. Or, il faut savoir que la stérilisation, c'est un processus thermique qui qui modifie très peu les taux de vitamines. Parce que les minéraux et les oligo-éléments ne sont jamais impactés par le traitement thermique. Ça, de toute façon, il faut savoir que tout ce qui est calcium, magnésium, potassium et oligo-éléments, qu'on chauffe ou qu'on chauffe pas, c'est la même chose. Les seuls éléments qui peuvent être impactés par le traitement thermique sont les vitamines. Voilà, sont les seuls. Alors après, il y a traitement thermique et traitement thermique. Quand vous prenez un poisson frais, que vous le cuisez chez vous et que vous mettez en bouillon et que votre mari vous appelle, ah chérie, etc., et que ça dure pendant 15 minutes, vous perdez beaucoup d'éléments nutritionnels. Alors que quand c'est stérilisé, c'est à 140 degrés, ça dure quelques secondes et les déperditions vitaminiques sont très faibles. Donc vous voyez, paradoxalement, la pertisation, c'est quelque chose qui préserve relativement bien les vitamines. Merci Laurence. Voilà. Sur les aspects films alimentaires, c'est un sujet compliqué et délicat, donc je préfère passer la parole à notre délégué général Pierre Cobert. Pierre, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis délégué général de l'industrie du poisson, donc en charge effectivement de l'animation de ce syndicat. Pierre Cobert. Donc sur la question des vernis intérieurs des boîtes, effectivement, le métal à l'intérieur, on ne protège pas le poisson, mais on protège le métal en fait pour garder l'étanchéité de la boîte et l'étanchéité parfaite. Effectivement, il y a un vernis intérieur à l'intérieur des boîtes, notamment dans
dans les conserves de poisson. Alors ce vernis, pendant 40 ou 50 ans, effectivement, il contenait un composé qu'on appelle le BPA, et qui est un composé qui, à un moment donné, était considéré comme extrêmement safe, extrêmement stable. Et puis, effectivement, est apparue la notion de perturbateur endocrinien, c'est-à-dire avec des doses infinitésimales qui pouvaient avoir un effet, effectivement, sur l'endocrinologie. Alors, bien que ce vernis soit en épaisseur extrêmement fine, puisque on parle en microns d'épaisseur, effectivement, cette question est apparue dans les années 2011, 2009, 2011, 2012, etc. Et donc, du coup, ce composant a été interdit en 2014. Et donc, depuis 2014, les vernis ont été changés. On est revenu à des formules plus anciennes, les formules des années 50, mais qui sont tout à fait, qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Donc ces vernis aujourd'hui sont des formules qui sont totalement libres de perturbateurs endocriniens. Voilà. Merci Pierre. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur en visio? Une question là, pardon. Oui. Moi, ce que je voulais savoir, c'est dans la sphère professionnelle, la restauration notamment, est-ce que les conserves sont utilisées? Qu'est-ce que ça donne ces derniers temps? Comment vous voyez l'évolution de ce marché? Oui, alors effectivement, on a surtout parlé de la consommation, de la grande distribution des boîtes de conserve. Et pour les restaurateurs, les RHF, on a des conditionnements qui sont très différents. Est-ce que, Géraldine, je te passe la parole? Un micro pour Géraldine, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors sur la partie RHF, on a deux types de conditionnement. On a aussi des boîtes, mais c'est des grosses boîtes pour que ce soit plus pratique. Et puis on a aussi des poches. Voilà, donc c'est le, vous savez, je sais pas comment, enfin oui, pas comme des doypacks, mais un peu voilà des poches. C'est les deux principaux packaging qu'on utilise. Forcément, ce circuit-là a beaucoup souffert de la crise Covid. Bien sûr, surtout la partie collective, la partie restauration sociale a un petit peu moins souffert parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fermées. Mais voilà, le circuit reprend depuis ce début d'année. Donc ça fait du bien. Et effectivement, de pouvoir avec tout qui a réouvert, de retrouver une vie normale aussi sur ce circuit RHD. Merci Géraldine. Encore des questions? Une question en visio? Oui, oui, je vais en profiter. J'en profite pour remercier les journalistes qui n'ont pas pu se rendre ici, mais qui nous ont suivis en visio. Et j'ai quelques questions. Donc j'ai une question de Fabienne Garcia pour Femme Actuelle, Cuisine Actuelle, qui aimerait savoir si tous les poissons peuvent être mis en conserve. La réponse est oui. C'est de la technologie simple. C'est une technologie très ancienne. Nicolas Appert, qui l'a inventé il y a 2 siècles, on mettait toutes les en conserve. Mais encore une fois, ces poissons qui sont, comment dirais-je, qui ont une valeur ajoutée quelquefois en frais qui est moins bonne. Mettre du bar en conserve, c'est un peu dommage quelque part. Mais on peut mettre le bar en conserve. Alors, toujours une question de Fabienne Garcia, Femme Actuelle, Cuisine Actuelle. Est-ce que la préservation des espèces ne se passe pas par une diversification des conserves de poissons, autres que la sardine, le thon et le maquereau? C'est un peu la même réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, nous nous intéressons surtout à ces poissons pélagiques. Je ne peux pas faire un cours d'océanographie que je suis, mais effectivement, c'est des poissons qui se reproduisent facilement, qu'on trouve sur des grandes distances, et ce n'est pas des poissons de pêche côtière. Et donc, effectivement, les tonnages sont souvent importants. Et on peut diversifier. On a d'ailleurs dans notre syndicat, on fait des conserves de coquilles Saint-Jacques aussi, je crois. On a encore des producteurs en Bretagne. Mais la réponse est qu'effectivement, on pourrait diversifier, mais dans le monde entier, d'ailleurs, les conserves sont faites surtout avec des sardines, le thon, le maquereau un peu moins. Alors, la Bretagne est représentée aussi avec le Télégramme, et Jean Le Borgne nous demande s'il serait possible de préciser la part bretonne de la production française. Je ne sais pas si Pierre, tu as un chiffre à donner là-dessus? Le micro arrive. Oui, c'est pas un chiffre qu'on évalue facilement parce que nos enquêtes sont nationales. Mais grosso modo, vous avez vu sur la carte que vous avez une forte concentration effectivement des conserveries en Bretagne. On est 100% sur les régions côtières et la Bretagne représente quelque chose qui est au-delà de 70%. Voilà. Mais c'est difficile de donner un chiffre précis. D'autres questions? Écoutez, une question, je vous en prie.
Bonjour, François Biagini pour le mensuel RIA. J'avais juste une question par rapport aux problématiques toujours de matières premières et notamment de l'huile de tournesol. Comment l'industrie s'est positionnée? Est-ce qu'il y a de la substitution et quelles solutions sont envisagées et comment la profession envisage la prochaine campagne par rapport à cette problématique de disponibilité d'huile de tournesol? Merci. Alexis, tu peux dire un mot, mais pour ma part, ce prix, moi je suis également à l'Académie d'agriculture. On travaille sur ce problème. L'augmentation des coûts de l'huile de tournesol est un peu, c'est de la spéculation pure. Hein, donc on spécule sur du tournesol qui a été récolté il y a 1 an, donc c'est un peu bizarre, mais effectivement c'est un souci pour nous parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Donc peut-être tu as quelque chose à ajouter, Alexis. On a des substitutions possibles, mais c'est jamais très facile dans la filière conserve. Oui, alors c'est vrai que l'huile est sous tension en termes de prix, en termes de disponibilité, pas que l'huile de tournesol. Hein. Tous les types d'huile aujourd'hui sont à des niveaux de prix qui sont exceptionnellement élevés depuis la fin de l'année dernière. Donc en plus, c'est pas récent, ça commence à durer. Donc dans ce contexte-là, il y a plusieurs... la priorité, c'est l'approvisionnement. C'est déjà essayer d'assurer les sources d'approvisionnement, ce qui n'est pas toujours évident. Et après, on joue avec deux types, les différents intervenants jouent avec 2 types d'actions. La première, c'est de faire en sorte que les produits sur lesquels les huiles sont disponibles soient ceux qui soient le plus mis en avant. Donc on va éventuellement mettre moins en avant ceux qui sont face à des difficultés d'approvisionnement. Et puis après, on peut être amené effectivement sur certains produits de revoir des recettes pour pouvoir utiliser des huiles disponibles ou des huiles sur lesquelles les coûts seraient éventuellement moins impactés que d'autres. Donc c'est en pleine réflexion parce que ces choses-là prennent du temps et c'est des choses qui sont forcément prises en compte par tous les intervenants en ce moment. Merci beaucoup Alexis. Je pense qu'il est peut-être l'heure de passer à table, puisqu'on y est déjà tous assis. Avant de souhaiter un bon appétit, je voulais vous remercier d'être présents, tous nos amis journalistes. C'est très important que cette communication passe auprès de la population. Remercier l'école Ferrandi, parce que toujours l'accueil est formidable, l'attention qui est prise de ces élèves en cuisine sont remarquables. Et puis remercier Adocom. Merci Arnaud, parce que tu nous as préparé ça depuis plusieurs mois et on en parle depuis longtemps. Une belle réussite de cet événement. Merci à tous. Régalez-vous et on peut toujours répondre à vos questions, bien sûr, à table. Et on est toujours ouvert à vos questions si vous en avez. Bon appétit.